Rav Alain Shlomo Senior, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cette très belle synagogue de Créteil. Donc vous êtes le rabbin depuis de nombreuses années. On parle de cette élection au grand rabbinat de France. Vous êtes d'ailleurs candidat, bien sûr, à cette élection et à ce poste important. Alors évidemment, lorsqu'on se présente à une élection, c'est qu'on a une idée et on a un programme et on veut faire avancer un certain nombre de choses. Restons peut-être sur les questions qui touchent au cœur de nos sociétés, au cœur de la communauté. C'est d'abord évidemment la famille, le mariage. On parle beaucoup en ce moment, et depuis une bonne trentaine d'années, quand on parle de mariage, on parle surtout des divorces, c'est-à-dire de l'échec de cette cellule familiale qui est pourtant au cœur même du judaïsme en général. Vous avez une idée fondamentale pour faire en sorte que le mariage soit finalement plus durable qu'il ne l'a été depuis 20 ans ou 30 ans. Oui, effectivement, au cœur des préoccupations du gouvernement de France, ça sera en priorité de repenser la formation au mariage. J'ai l'avantage depuis 30 ans maintenant d'être un observateur social privilégié et dans mes fonctions, j'ai beaucoup à faire le SAV. Beaucoup de couples en difficulté, on appelle ça le shlom bayit, la paix des ménages. Et fort de ce constat d'échec, il y a très longtemps, j'avais décidé d'investir, entre guillemets, sur la formation des couples. Je me suis très rapidement rendu compte que bien que les filles et les garçons se fréquentent, ce qui est dans l'ordre naturel des choses, pour autant, ils n'ont pas nécessairement la compréhension des mécanismes psychologiques qui régissent et qui régulent l'équilibre d'un couple. Et donc, avec mon épouse, nous avons décidé de ne marier que les jeunes qui accepteraient d'être formés. Quand je parle de formation, il ne s'agit pas seulement des lois liées au mariage sur le plan religieux, il y a une partie très importante au plan psychologique de la formation de nos enfants. Pourquoi ? Le constat est simple, nos enfants vivent dans un monde individualiste, un monde égocentrique. Or, toute la définition du mariage étant un partage, il y a un passage nécessaire entre le monde du célibataire qui ramène tout à lui et le monde du couple où c'est une ouverture totale vers son partenaire, vers son compagnon ou sa compagne. Il y a là donc tout un travail extrêmement important de formation, d'information. Ça touchera la formation des rabbins, ça touche la formation des jeunes. J'ajoute même, quitte à vous faire sourire, qu'être beau-parent, c'est un métier à part entière. Là aussi, les futurs beaux-parents devront connaître les justes limites de l'immixtion et de l'ingérence qui pourraient être nuisibles et dommageables aux couples qui se forment. Alors vous l'avez dit, c'est une société individualiste, une société aussi qui prône les valeurs de l'égalité. Parfois, ce sont peut-être des stéréotypes ou des préjugés, mais on dit que le judaïsme serait un peu ferait des différences entre le garçon et la fille, entre l'homme et la femme. On va y revenir dans quelques instants pour l'histoire de divorce, mais peut-être une question. Le fameux arrivé de l'âge de la majorité religieuse, la bar mitzvah, alors ça c'est bien connu. La bat mitzvah, ça commence à être entendu, mais est-ce qu'on peut faire une bat mitzvah aussi dans une synagogue avec le rabbin Alain Shlomo Senior ? Je vous remercie de cette question parce qu'elle se pose aujourd'hui avec beaucoup d'acuité. En ce sens que cette question recouvre une interrogation beaucoup plus large, qui est celle de la redéfinition de la femme, dans la place de la société et dans la place de la Torah et de la communauté en général. Il est patent, il est clair que le statut de nos grands-mères, qu'on a connu pour ma part en Afrique du Nord, qui était pour beaucoup ignorante de la lecture, de la compréhension des textes, qui avait plus une place domestique, est aux antipodes de la place qu'occupe une femme aujourd'hui. Nous avons des femmes chefs d'entreprise, des femmes chefs d'État, des femmes qui sont à la direction, et je dois dire qu'en général, elles sont beaucoup plus sérieuses et efficaces que les hommes, ne m'en veuillez pas, c'est un constat, eh bien, ça nous oblige à redéfinir les choses. Alors, à Créteil, nous faisons la bat mitzvah, avec certaines modalités, où il y a un ensemble de textes qui sont lus en hébreu et en français, je tiens au bilinguisme, et il y a surtout un discours que je prépare avec la bat mitzvah, qui est pour elle un véritable engagement de cette future jeune fille qui se mariera, qui va devenir mère, de cette future jeune femme qui va devenir un cadre communautaire, qui va donner à sa communauté. Il y a tout un élan qu'on doit donner à nos jeunes filles. Évidemment, il n'est pas concevable que d'une synagogue à l'autre ou que d'une communauté à l'autre, il y ait des différences donc de déroulement. Il est impératif pour bien stabiliser, pour bien définir justement ce statut de la jeune fille, d'harmoniser au plan national
le déroulement de cette bat mitzvah. Alors, on parle des grandes questions de la vie, on a parlé du mariage bien évidemment, un sujet qui a défrayé la chronique, qui a dépassé les frontières de la communauté juive, c'est l'affaire du divorce. Alors, il faut rappeler peut-être, pour ceux qui nous regardent, qui vous regardent, Rav Alain Shlomo Senior, que le divorce existe dans la religion juive, ce qui n'est pas le cas dans d'autres religions, comme la religion catholique, mais qui peut poser un problème, puisqu'on sait, pour résumer, que lorsqu'on veut divorcer, c'est l'homme en fait qui décide d'octroyer cette possibilité de divorce à la femme. Du coup, cela peut choquer les consciences contemporaines. Ça a été le cas, semble-t-il, dans un épisode qui a été médiatisé. Alors, on ne va pas revenir sur ce cas particulier qui semble être complexe. Pour autant, est-ce que vous arrivez à expliquer, et là c'est un sujet sans doute important, à l'ensemble de la société française, mais aux juifs y compris, quel est le fondement de cette loi qui fait que l'homme est en capacité en fait de dire oui ou non à un divorce? Merci de soulever ce problème épineux. Je ne pourrai pas, dans la brièveté de notre échange, analyser le fondement des choses. Dire d'abord que dans les dispositions halachiques aujourd'hui, la femme aussi peut dire non. Dans la mesure où une femme refuse de recevoir le guet de son mari, cela bloque complètement le processus du divorce. Il reste qu'il est vrai que l'homme est au fondement des choses celui qui donne la lettre de divorce, parce qu'il est celui qui a donné l'anneau nuptial, et que là, il sera absolument nécessaire de créer une véritable commission de rabbinim, de rabbins, de juristes, parce que cette question recouvre un spectre très large d'aspects différents, pour communiquer, pour expliquer, mais surtout pour améliorer d'abord l'accueil de ces femmes en attente de divorce. Et là, c'est encore mon expérience communautaire qui parle. Je sais combien grande est la souffrance de ces femmes, et il me semble que le premier danger, ce serait de ne pas prendre en compte, en charge, cette souffrance, être comprise dans cette souffrance. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans mon programme, j'ai souhaité que dans l'accueil de ces femmes en attente d'un guet, d'un divorce, il y a des femmes. Les femmes se comprennent entre elles, les femmes ont cette sensibilité, elles partagent cette difficulté, et déjà, cette prise en charge permettra à la femme d'être comprise et de diminuer le seuil de sa souffrance. Dans un deuxième temps, il faudra réfléchir à un cadre juridique, et là, on se retournera vers le garde des Sceaux pour essayer d'imaginer, du point de vue de la jurisprudence française, pour avoir les mêmes outils qu'on a en Israël. Vous savez qu'en Israël, les juges ont des moyens de pression très forts pour cadrer un mari récalcitrant, chose que nous n'avons pas en France, compte tenu... La justice française pourrait imposer à un mari de rendre la décision qui a été prise au plan civil. Je reste au prudent, il y a des modalités, et c'est difficile d'ici d'en parler de manière encore une fois brève, mais il y a une jurisprudence d'une condamnation, je crois, d'une somme à verser journalière, mais les choses doivent être affinées, doivent être renforcées. Il y a d'autres moyens de pression qui sont de l'ordre de la communauté. On évoque en Israël la possibilité de ne pas appeler un homme à la Torah, presque arrivé au fait de lui interdire de participer à un minyan. Il y a des moyens de pression sociale pour amener un mari récalcitrant à la raison. Alors on parle de tous ces grands sujets de société, parfois, comme dirait un rabbin, le dur bonheur d'être juif. Eh bien, certains veulent aussi devenir juifs, c'est la question des conversions. Peut-être il est toujours aussi difficile, et est-ce que c'est normal qu'il soit difficile de, finalement, quand on est un non-juif, de devenir, d'appartenir à la communauté d'Israël? Votre question tombe à point. Nous sommes au lendemain de la fête de Shavuot, dont la grande héroïne est Ruth, la Moabite, qui est une princesse qui quitte le luxe du palais de son père, tous les avantages liés à son rang princier, et qui va avoir un destin singulier. Elle va perdre son beau-père, son mari, elle va perdre sa belle-sœur qui, elle, Orpa, va retourner dans le palais de son père, qui est aussi une princesse. Elle va suivre Naomi dans son chemin de pauvreté. La grandeur de cette femme, et le ciel lui en a rendu grâce, c'est qu'elle deviendra l'ancêtre du roi David et donc du Messie. Entendez bien, une femme convertie donne naissance au Messie, le libérateur de l'histoire. Ce qui veut dire que devenir juif est un droit imprescriptible à tout individu, homme ou femme. Mais devenir juif, ce n'est pas prendre une nationalité, c'est embrasser une vocation, c'est comprendre une tradition, c'est s'imprégner d'un certain mode de vie. On peut comprendre, et que les Bretons ne m'en veulent pas, ou les Corses, ou les Occitans,
que venant d'une province de France où on a un background chrétien, du point de vue culturel, pour devenir juif, il faut un peu de temps pour trouver le chemin d'une nouvelle identité. Je dois dire que les choses se sont beaucoup améliorées, je rends hommage au service des conversions. On peut toujours faire mieux, on doit beaucoup plus communiquer, mais il est évident que le droit à la conversion, encore une fois, est imprescrit. Monsieur le rabbin Alain Shlomo Senior, merci. Merci.